Eh bien, bonjour. Après une petite période de repos qui m'était nécessaire après la fin de l'hiver, et fausse fin de l'hiver, puisque nous revoilà avec des écharpes et de la neige dans cette fin d'avril, ce qui est très fréquent évidemment en altitude, hein, mais que nous découvrons en pleine maintenant. Alors je vous propose une escalade, je vous propose un défi, je vous propose l'ascension d'un Everest, qui en fait n'en est pas du tout un. Hein. Ah oui, vous aurez deviné que je parle de ce qu'on remet toujours au lendemain, ou d'année en année, c'est-à-dire la fantaisie impromptue de Frédéric Chopin. Alors, tant que l'on croit que c'est un Everest, on ne l'atteint pas. Par contre, en connaissant des collines ou alors des premiers stades de montagne comme les Vosges, par exemple, ou alors les Ardennes belges ou françaises, avec des torrents qui dévalent et tout, alors là, oui, c'est accessible. Et je prends l'option, après des années d'essayer de la voir, de la dominer. Et donc je ne l'ai pas enseignée, puisque je ne l'avais pas maîtrisée moi-même. Après des années, j'aborde les choses différemment. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'abord connaître la vie du compositeur, chronologiquement et sociologiquement, on va dire, permet de deviner ce qui se cache derrière ces compositions. Il ne faut pas oublier que Frédéric Chopin était un professeur. Et donc, voilà. Alors, si vous ne connaissez que la date de naissance et la date de mort d'un compositeur, ce n'est pas suffisant pour aborder des œuvres difficiles. Plongez-vous dans les narrations, les témoignages, les sources en bibliothèque, notamment en bibliothèque à Paris ou à Varsovie pour Chopin. Bien sûr qu'il y a énormément d'écrits sur sa vie sentimentale avec George Sand, ça c'est déjà une première étape à connaître, mais en ce qui concerne la fantaisie impromptue, ce qu'on peut trouver dans les sources sûres, c'est que Chopin ne voulait pas qu'on l'édite. Donc ça, c'est absolument affirmatif. Et son secrétaire et ami, M. Fontana, est passé outre de cette volonté et en 1855, il a fait publier la fantaisie impromptue corrigée, c'est-à-dire qu'on a facilité les dernières mesures lorsqu'on reprend donc la fantaisie dans la partie finale. Voilà. Il y a d'autres personnes comme Monsieur de Pachmann, un pianiste qui est né au milieu du 19e siècle et qui était très à l'aise en Chopin. Je vous invite à aller voir les éditions toujours à l'université d'Indiana, IMEM SLP, où on trouve aussi des partitions de M. de Pachmann, très intéressantes au niveau du doigté et de la proposition qu'il fait d'imaginer que la première croche des triolets de la main gauche peut être considérée en durée comme une blanche. Donc ça, c'est pour ce qu'on sait de sources sûres. Ce qu'on sait de sources sûres aussi, c'est que Chopin l'a offerte à Madame Augusta Emma baronne d'Este, qui était en fait la petite fille du roi d'Angleterre, George III. Et ça, c'est très, très, très important à savoir. Ce qui est très important à savoir aussi, c'est qu'il était dans disons, certains milieux aristocratiques, c'est toujours vrai maintenant. Vous avez des mécènes qui exigent que la pièce qu'on leur dédicace, qu'on leur offre ou qu'ils ont commandée soit unique. Bon, c'est souvent en sculpture
quand on commande une sculpture, on demande l'engagement au sculpteur qu'il ne va pas revendre la même sculpture. En peinture ou en lithographie, on est protégé par un nombre. Donc, le mécène qui a fait la commande peut dire je vous autorise à en tirer 15, mais pas plus. Tout ça, c'est respecté. Et donc, il faut savoir qu'au niveau de la façon d'enseigner de Frédéric Chopin, il était souvent admiré, respecté, et donc il y avait comme une amitié admirative qui se créait entre l'élève adulte et Frédéric Chopin. Et Madame Augusta Elma d'Este avait une fragilité respiratoire, elle faisait des crises d'asthme. C'est pour ça qu'elle a quitté Londres et qu'elle est venue souvent à Paris. Pour finir, elle en est décédée. Ça, c'est un point commun avec Chopin, qui avait quand même des problèmes pulmonaires, et qui aussi est parti à un moment donné à Londres après la Révolution de 1848, et le climat humide de Londres et de l'Écosse ne lui a pas réussi. Il en est quand même mort lorsqu'il est revenu de Paris. Et Madame la baronne d'Este, elle est décédée aussi à Londres, mais après le décès de Frédéric Chopin. C'était édité en 1855 par Fontana. Chopin était donc décédé, mais la baronne d'Este, elle a vécu jusque dans les années 1866, je crois, 68. Voilà. Bon, donc, pourquoi est-ce que c'est important de savoir que c'est la petite fille du roi Georges III? Parce qu'en fait, dans les sources, donc encore certaines sur lesquelles on peut s'appuyer par rapport à cette fantaisie, c'est qu'on cite deux modèles que Chopin évoque dans cette fantaisie, parce qu'elle est en do dièse mineur. C'est le troisième mouvement de la sonate dite du clair de lune de Beethoven, qui est en do dièse mineur. Donc ici on a bien donc, à la main gauche, et l'impromptu d'Ignaz Moscheles en mi bémol majeur, qui lui n'a pas de triolet, mais qui a des doubles croches à droite sur des croches à gauche. Et ensuite ces deux modèles-là. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel à savoir. Pourquoi? Beethoven, lui, rêvait d'être connu à Londres, et donc il avait des éditeurs qui l'éditaient à Londres. Mais Ignaz Moscheles était un ami de Beethoven, et Beethoven lui a d'ailleurs confié la transcription de son opéra Fidelio, la transcription pour piano. Moscheles, il est parti faire une partie de sa carrière à Londres, qui veut dire faire sa carrière à Londres. Ça veut dire être à tu et à toi avec les éditeurs, et c'est aussi être demandé comme professeur auprès de l'aristocratie londonienne. Donc, je n'ai pas su trouver, mais je peux le confirmer dès que j'aurai l'énergie de tenter des études plus approfondies au sujet de Moscheles. Il serait tout à fait logique qu'il ait donné quelques cours de piano à la petite fille du roi Georges III. Et comme c'était un grand admirateur de Beethoven, qu'il ait enseigné déjà, je dis déjà, hein, parce que bon, nous sommes quand même qu'au début du 19e siècle, et Beethoven est à peine enterré en fait. Hein. Et donc, ce serait possible qu'il ait enseigné la sonate au clair de lune, dite au clair de lune, à cette Madame Augusta Elma baronne d'Este, et qui lui aussi enseigné son impromptu en mi bémol majeur. Donc, je suppose, donc, dans mon imagination de musicienne, je suppose donc, étant donné qu'on sait le profond lien amical et admiratif qui unissait Ignaz Moscheles lorsqu'il séjournait à Paris,
Donc ils organisaient des concerts entre Liszt, qui était l'ami de Ignace Moscheles, et Chopin. Et donc, il y avait vraiment une effervescence, une émulation entre eux pour les compositions, et aussi un grand respect. Alors, je suppose que, est-ce que c'est Ignace Moscheles qui a présenté à Chopin la Baronne d'Est? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un esprit ludique, Chopin aura, avec les deux éléments des études que Madame Augusta Emma Baronne d'Est aura faites à Londres, Chopin lui aura fait à sa façon un petit canevas d'apprentissage pour maîtriser les deux. Et donc, en sachant cela, est-ce que c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu qu'on l'édite? Parce qu'il aura pris ça, disons, son but didactique bien précis dans l'écriture du morceau, mais je pense qu'il l'a offert pour faciliter la maîtrise de ce morceau-là à la Baronne d'Est. Voilà l'option que je prends. Bon. Maintenant, reste que pour la... Il faut savoir encore autre chose de la façon d'enseigner de Chopin. Ce qui passait avant tout, c'était la souplesse de la main. Donc, nous avons le problème technique de faire coïncider des doubles croches qui sont incomplètes, parce que bien souvent, la première double croche n'y est pas, sur des triolets ou un sextolet, hein, à la main gauche. Mais il faut faire ça absolument sans contrainte. Il faut le faire dans la souplesse et donc dans la liberté. Bon, il y a à part ce problème de coïncidence de double croche sur croche, bon, il faut vraiment se mettre dans la tête que lorsqu'il n'y a pas de silence et qu'on a les 4 doubles croches, plus alors par en dessous les 3 croches, il y a le choc de la première ensemble, hein, puis droite, gauche, droite, le choc, droite, gauche, droite, le choc, droite, gauche, droite, le choc. Non. La seule chose ici, c'est que parfois, il n'y a pas de choc, parce qu'on n'a pas... Alors, moi, bon, il n'y a pas que dans cette fantaisie impromptue qu'on rencontre le triolet. Quand je dois apprendre ça à mes élèves de piano, qui n'ont parfois que 11 ans ou 12 ans, je prends l'exemple d'une porte étroite. Et arrivent des groupes de personnes vers la droite, arrivent des groupes de personnes vers la gauche, les mains se choquent, savent passer ensemble dans la porte, et puis les plus corpulentes, d'abord la droite, à vous, on fait toujours passer la droite d'abord, la droite, la gauche, la droite. Les deux plus minces peuvent passer par la porte, et la droite, la gauche, voilà, pour se faufiler. Donc ça c'est quelque chose, il faut vraiment faire beaucoup d'exercices pour ça, pour que ça devienne automatique au piano. Bon. Qu'est-ce qu'on peut encore donc ne pas oublier, c'est que la mesure de temps est en 2-2, donc ce qui équivaut à 2 blanches. Donc la blanche vaut un temps. Hein, 2 blanches. Il ne faut pas rester 4 temps sur les rondes. Hein, il faut rester 2 temps. Tout est divisé par 2. Alors quand on prend ce principe que tout est divisé par 2, ça veut dire que toutes les durées sont moindres que ce qu'on voit. Une double croche est une triple croche en réalité. Donc, on a l'habitude d'envoyer les triples croches par groupe de 8. Mais il faut savoir aussi à quoi sert la triple croche et qu'elle sert au tri. Elle sert d'unité à bien balancer les tris ou les mordants. Donc, je fais que des options. Je n'impose pas mon point de vue, je suis devant une difficulté que je prends insurmontable et je me donne toutes les options que je vais essayer jusqu'à quand j'en vais en abandonner certaines ou que je vais en garder parce que ça tient la route. Pourquoi est-ce que je parle de triple croche?
Et pourquoi est-ce que j'évoque les mordants ou les tris? C'est parce qu'en fait, dans la phrase musicale, sol, la, sol, ça peut être un mordant. Et puis après, je me trouve de nouveau un mordant. Alors je me dis, tiens, c'est curieux, ça pourrait tenir la route, donc je ne peux pas les faire par 3 et puis 1, 2, 3, 4. C'est pas ça le rythme, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc je me dis, donc ça m'encourage à dire que j'ai peut-être trouvé la façon de libérer ma main pour qu'elle soit souple et pas de me sentir coincée dans un gant pour aller jusqu'au poil le plus haut. Mordant, que je termine par une descendant. Je me dis donc, j'en fais quand même 4. Malgré mon petit silence, j'en fais quand même 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, il y en a 3 parce que suivi par silence. Je me dis, oui, ça va, ça se défend comme... Donc après, je continue par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.